Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et chers auditeurs de Ma Bannière FM, je vous salue. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans ce cadre spécial pour un plateau aussi spécial. Et vous le savez, je vous avais déjà dit que lorsqu'il y a un événement spécial, nous allons toujours nous retrouver. Nous nous retrouvons, ce n'est pas un secret, peut-être un secret de polichinelle. Tout le monde connaît ce qui est arrivé à Matadi. C'était le samedi 23 octobre. C'était comme un coup de tonnerre. Les gens ont parlé, on a vu les autres danser, les autres circuler, les motards par-ci par-là, pour dire qu'il y a eu une ordonnance réhabilitant l'ancien gouverneur qui était déchu à Toubatoubana. Et lorsqu'on a commencé à parler, il s'agit de quelle ordonnance? On a parlé des ordonnances référées liberté. Pour nous qui ne connaissons pas les droits, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Et partout où nous sommes en train de passer, les gens nous demandaient c'est quoi l'ordonnance en matière référée liberté. Et cette histoire nous a poussé à aller vers les gens qui connaissent la matière, aller vers le praticien du droit pour qu'il puisse nous éclairer. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons pensé que nous devrions un peu aborder ces soucis de nos téléspectateurs et auditeurs pour qu'ils puissent bien comprendre la situation. C'est pourquoi nous allons nous retrouver ce soir dans un cadre purement pédagogique. Parce que nous allons chercher tout d'abord à comprendre certains concepts, comme les concepts qui nous ont tous dérangés. Pourquoi tel ou tel? Et après avoir compris ces concepts, maintenant on va aborder les problèmes de fond, comme celui-là que vous avez vu ou bien qui fait l'actualité dans la ville. Et c'est ainsi que ce soir, j'ai dit que nous avons ce soir, que comprendre de l'ordonnance rendue en matière de référé liberté. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette ordonnance-là? Quand est-ce qu'on prend une ordonnance dite référé liberté? Mais vous comprenez que j'ai même difficile à prononcer ce mot. C'est parce que je ne suis pas habitué à ça. C'est du nouveau pour moi. Mais parce que je me fais entourer de praticiens des droits, je crois que vous allez trouver la solution. Autour de cette table, j'ai 4 avocats. Tous du barreau du Congo central. Tout juste à ma gauche, nous avons Maître Robert Beltembo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci de me recevoir sur votre plateau. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tout juste à sa gauche, nous avons un habitué des salons ovales, mais il est avocat. Et habitué aussi de Ma Bannière Télévision, mais il est avocat. Il est aussi du barreau du Congo central. Le Sonso. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Chamboui. À la gauche de monsieur Simon, vous avez là-bas monsieur Léonard Zenga. Lui aussi, il est avocat du barreau du Congo central. Oui, effectivement, je suis avocat au barreau du Congo central. Je vous remercie d'avoir pensé à moi, de prendre part à votre émission de ce soir. Merci beaucoup. Merci. En face de moi, je crois que vous nous avez vu avec lui l'autre fois, c'était dans l'entretien. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'autre cadre. C'est plateau spécial. C'est Maître Edouard Mboulou. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Chamboui. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est à nous à vous remercier par rapport à cette importance que vous avez accordée à notre personne. Ok, merci. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Ma Bannière, les décors est planté. Je vous ai dit que nous voulons une émission pédagogique. Avocat, vous êtes le praticien du droit. Je crois que vous connaissez l'actualité dans la ville. Vous allez essayer un peu d'expliquer dans des termes simples, pas dans des français compliqués des avocats, mais dans les termes très simples, le français simple, le français facile comme on est habitué de dire, pour que les gens puissent un peu comprendre. Et je commence avec vous, Maître Mboulou. Nous savons qu'à l'époque, il y avait la Cour suprême de justice. La Cour de justice partie, nous avons vu à travers notre constitution, il y a maintenant 3 autres juridictions, mais que tous étaient dans l'intérieur de la Cour suprême. Maintenant, nous avons la Cour constitutionnelle,
nous avons la Cour de cassation et nous avons la Cour à problème ou, enfin, le Conseil d'État. Alors, c'est quoi tout d'abord le Conseil d'État? Merci, monsieur le directeur, pour avoir nous accordé la parole. Jadis, c'était la Cour suprême qui englobait pour traiter de la matière que ça soit. Mais aujourd'hui, il y a eu éclatement de cette Cour. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation et le Conseil d'État. En ce qui nous concerne, dans les cas sous examen, vous allez comprendre que lorsqu'on parle du Conseil d'État, c'est une juridiction qui a été instituée uniquement pour connaître les litiges purement administratifs. Donc, lorsqu'il y a des litiges qui concernent l'administration, ces litiges selon les degrés. Parce que lorsque nous sommes en province aussi, vous allez à la cour d'appel. Vous allez trouver, c'est la cour d'appel qui engage jusque-là toutes les chambres confondues. Mais il y a une chambre aussi qui traite uniquement les litiges de la cour, hier qui était la cour constitutionnelle, et cour suprême de justice. Ils ont jugé bon d'éclater ces juridictions pour avoir naissance de cette juridiction aujourd'hui, le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État est là pour régler de litiges concernant la matière administrative. Donc le Conseil d'État ne concerne que les matières administratives. Tout à fait, tout à fait. Une autre matière, ça ne lui concerne pas. En tout cas, par rapport à sa spécialité, c'est vraiment la matière administrative qui est dévolue à sa compétence. Maître Léonard, la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est comme les confrères Edouard vient de dire là, après l'éclatement de la Cour suprême de justice, nous avons la présence de la Cour suprême de justice. Qu'est-ce que j'ai dit? Cour de cassation. Nous avons la Cour constitutionnelle. Avant, la Cour constitutionnelle siégeait lorsque la Cour suprême de justice siégeait en chambre réunie. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il traitait les problèmes d'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, après l'éclatement, nous avons, c'est comme je viens de dire tantôt là, les conseils d'État, Cour de cassation, Cour constitutionnelle et j'en passe. Et aujourd'hui, s'occupe la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle s'occupe de la question constitutionnelle. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle connaît de pouvoir, d'abord, si le chef de l'État tombe sous une infraction, c'est la Cour qui est habilitée à le juger. Donc c'est la Cour constitutionnelle qui peut juger les chefs de l'État, les premiers ministres. Alors c'est leur juge naturel. Et elle connaît aussi la question sur l'inconstitutionnalité. Donc lorsqu'il y a une question d'inconstitutionnalité, il faudrait saisir la Cour constitutionnelle. La Cour de constitutionnalité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire lorsque la Constitution est violée. Oui. La Constitution est violée, même devant les tribunaux de paix, des grandes instances, tout ça. La Constitution peut être violée devant ces cours-là. Et la seule cour habilitée pour régler la question, c'est la Cour constitutionnelle, parce que là, il y a des... Régler de quelle manière? Régler pour qu'on... La Cour constitutionnelle peut interpréter la Constitution. Interpréter la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a lacune à la compréhension du législateur. Ouais.
constitutionnelle, bien sûr. Il précise la compréhension telle que les législateurs l'avaient compris. Effectivement. Donc, lui va donner l'éclairage sur la meilleure compréhension de la Constitution. Ouais. Donc, lorsque une question de la Constitution est violée ou est mal comprise, on saisit à ce moment-là la Cour constitutionnelle qui va devoir porter de l'éclairage sur la question qui semble diviser les partis. C'est comme vous pouvez le constater, bien que ce n'est pas encore le moment. On va y arriver, merci, on va arriver, comme vous dites là, je sais qu'on va arriver là-bas, mais je voudrais d'abord comprendre les concepts. Robert Tembo, Cour de cassation. Quelqu'un comme ça, vous voyez une maman, oh non, moi mon dossier, notre dossier était à la Cour de cassation, c'est quoi? Ok, la Cour de cassation c'est quoi? Nous n'allons pas répondre en vague, nous allons faire recours à la Constitution qui définit bien la question et la compétence de la Cour de cassation. Nous sommes à l'article 153 de la Constitution qui dit qu'il est institué un ordre de juridiction judiciaire composant des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Et la compétence de cette Cour est prévue à l'alinéa 2e. Il connaît, sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution, par les lois de la République, la Cour de cassation connaît des pouvoirs en cassation formés contre tous les arrêts, jugements rendus par les juridictions en dernier ressort. La Cour de cassation connaît également en matière de compétences en dernier ressort les infractions commises par le membre de l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Premier ministre, les membres de la Cour constitutionnelle, le membre de la Cour de cassation, donc ses propres membres, et le membre du parquet. Près cette Cour, nous avons les membres du Conseil d'État, ainsi de suite. Donc cette Cour-là, elle est la Cour la plus haute en termes de l'ordre judiciaire des droits communs, c'est-à-dire que toutes les décisions qui sont rendues devant les juridictions de l'ordre judiciaire, où nous avons les cours d'appel, le tribunal de grande instance, les tribunaux parlent de grande instance, les tribunaux de paix, mais ainsi que les cours militaires, la Cour de cassation connaît en dernier ressort pour pouvoir répondre à toute irrégularité qui serait constatée. Connaître en dernier ressort, ça veut dire quoi? En dernier ressort, je voudrais que ça soit en... Il ne faut pas plus utiliser vos termes là que vous utilisez entre vous. Ici, vous êtes devant la population. Donc, lorsque nous parlons en termes de dernier ressort, ouais, il existe des voies de recours qu'on appelle notamment les voies de recours ordinaires. Nous avons l'opposition, l'appel. Donc, ça dit que lorsqu'un dossier se trouve devant les tribunaux, tribunal de paix, la partie succombante fait appel devant le tribunal de grande instance. Et le tribunal de grande instance, lorsqu'il prend la décision, la partie qui a succombé devant le tribunal de grande instance, lorsqu'il remarque qu'il y a que des irrégularités qui ont été constatées dans le jugement rendu par ces tribunaux, la partie qui a constaté ces irrégularités peut saisir la Cour de cassation, parce qu'on appelle une voie de recours qu'on appelle extraordinaire, un pouvoir en cassation. Donc le pouvoir en cassation, au fait, je ne sais pas en termes français facile comment je peux m'expliquer, mais la Cour de cassation va examiner la forme qui a été suivie du premier degré jusqu'au second degré. Et lorsqu'elle constate qu'il y a une forme qui a été violée à un certain degré, celle-ci a la possibilité de casser la décision qui a violé la loi ou le règlement et en force des actes de loi. Voilà un peu en bref ce que c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation. Voilà. Monsieur Simon, vous avez compris, vos collègues ont expliqué. Si vous pouvez faire la synthèse. La synthèse, merci de la question, de la parole que vous m'avez. En fait, la synthèse, je voudrais ajouter un élément disant, lorsque vous analysez la Constitution de 2006, elle a institué des ordres de juridiction, aussitôt que la défunte Cour suprême de justice a connu son éclatement, et donc le législateur de 2006 a institué des ordres de juridiction. Notamment, nous avons la Cour constitutionnelle et nous avons les juridictions de l'ordre
judiciaires qui sont placés sous les contrôles de la Cour de cassation et également administratifs qui sont, n'est-ce pas, sous les contrôles du Conseil d'État. Donc, en bref, nous pouvons dire, lorsque nous avons la Cour de cassation, c'est la juridiction suprême des juridictions de l'ordre judiciaire. Et lorsque nous parlons des juridictions de l'ordre judiciaire, cela englobe les cours et tribunaux civils et militaires. Ce sont toutes ces juridictions qui composent, n'est-ce pas, les juridictions de l'ordre judiciaire. Et lorsque nous parlons maintenant du Conseil d'État, c'est la juridiction suprême des juridictions de l'ordre administratif. Donc, nous devons avoir en principe les tribunaux, ces cours, n'est-ce pas, administratifs qui malheureusement jusque-là ne sont pas installés, mais dans notre arsenal juridique actuellement, lorsque vous allez par exemple au niveau de la cour d'appel, qui dans son ensemble, il y a des sections ou des chambres, n'est-ce pas, qui organisent notamment la matière administrative. Et donc voilà l'éclatement de la défense Cour suprême de justice, afin qu'on puisse créer, n'est-ce pas, des juridictions. Et chacune de ces juridictions a ses compétences telles que dévolues par la loi. Comme les amis l'ont si bien souligné, lorsque nous avons la Cour constitutionnelle en matière pénale, c'est le juge naturel du président de la République ainsi que du Premier ministre, là c'est en matière pénale. Et lorsque nous parlons de la Cour de cassation, c'est le juge naturel, n'est-ce pas, des membres du gouvernement, autres que le Premier ministre. C'est le juge naturel des membres du Parlement, c'est le juge naturel des gouverneurs des provinces, c'est le juge naturel des présidents des assemblées provinciales, c'est le juge naturel des membres des magistrats, des membres des cours de cassation, bien entendu, des cours de comptes, ainsi de suite. Donc, chacune de ces juridictions a une compétence bien dévolue par la loi. Chacune de ces juridictions a une compétence bien reconnue par la loi, mais de ces trois, qui a la préséance? Parce que dans la Cour suprême de justice, c'était confondu, puisque tout le monde savait très bien que lorsque vous vous présentez à la Cour suprême, fin du match. Bon, maintenant, ils sont éclatés, ils sont à trois. Est-ce qu'il n'y a pas une autre juridiction qui a la préséance sur les autres? Là, je m'adresse à Maître Léonard. Merci beaucoup. D'abord, c'est comme dernièrement, j'ai navigué sur l'Internet. Je vois un monsieur qui dit après la Cour constitutionnelle, il y a Dieu. Juste pour dire que la Cour constitutionnelle est au-dessus de toute autre cour. Donc, au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une autre cour. Il n'y en a pas. Donc, quand vous êtes élevé assumer des fonctions devant cette cour, dites-vous que vous avez arrivé au sommet même de notre pays. Alors, pour répondre à votre question, au-dessus de toutes ces juridictions, nous trouvons la Cour constitutionnelle. Maître Robert, vous confirmez? C'est que Maître Léonard dit oui, je confirme que la Cour constitutionnelle est au-dessus. La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction. C'est comme le dit l'article 157, il est institué une seule Cour constitutionnelle. Donc c'est la plus haute de toutes les juridictions qui existent en République démocratique du Congo. Après la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une autre cour que nous pouvions nommer ici. Donc c'est la plus élevée. Et comme l'a dit mon contradicteur, donc lorsque vous êtes, si vous êtes magistrat de carrière, vous êtes appelé à assumer des fonctions à la Cour constitutionnelle. Donc après votre départ de la Cour constitutionnelle, soit parce que vu là-bas le fait qu'il y a les membres qui composent la Cour constitutionnelle sont des mandataires, donc ça veut dire qu'ils sont là par mandat. Vu qu'ils sont des magistrats de carrière, vous retournez à la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Je sais que le terme me paraît un peu incompréhensif à ceux qui n'ont pas fait les droits, mais ils sont tellement simples si vous y mettez un peu d'attention. Donc, en dehors de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une autre juridiction au-dessus de cette Cour. Vous dites que la Cour constitutionnelle est la précédente, est au-dessus de toutes. Alors, s'il faudrait les classer, Maître Mboulouk, après la Cour constitutionnelle, ça vient quoi?
la cour de cassation ou le Conseil d'État? Parce que s'il faut les échelonner. Donc, c'est comme venait de dire mes chers confrères, lorsqu'on parle de la cour avant d'échelonner, je voulais encore bien lire l'article 161 dans son alinéa 3. Comment la Constitution, comment la Cour constitutionnelle, je peux lire la Cour constitutionnelle. L'article 161 oui, de la Constitution. Oui. Okay. La Cour constitutionnelle, elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'État uniquement. Donc déjà à partir de cette phase ici, de ces mots que je viens de venir de lire. Oui. Ça reprends un peu ça. Non, reprends. Ça tire mon attention. Reprends. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Ouais. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'État uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé. Donc vous allez comprendre, M. Chambouy, de la Cour constitutionnelle qui est le représentant de Dieu. C'est ça même qui donne la logique aux juristes parfois de se dire que ce sont les juristes qui sont les représentants de Dieu sur cette terre. C'est à partir de là, M. Chambouy. Alors par rapport à leur classification, donc lorsque vous quittez la Cour constitutionnelle, nous voyons la Cour de cassation. Nous avons la Cour de cassation, mais cette préséance n'a pas été bien, parce qu'il y a aussi le Conseil d'État aussi dans ce qui lui concerne. Donc en matière administrative, c'est l'institution ou c'est la juridiction qui est au plafond par rapport à cette matière. Et quand vous allez aussi par rapport aux juridictions de l'ordre judiciaire, nous avons la Cour de cassation qui a la prédominance. À part la Cour constitutionnelle, nous pouvons directement voir la Cour de cassation parce que là, la Cour de cassation aussi a ce pouvoir de connaître des litiges contre les membres du gouvernement, contre les membres de cette même Cour. Voilà un peu comment nous pouvons dire par rapport. Merci beaucoup, Maître Jérôme. Je vais vous donner la parole, je m'adresse d'abord à Maître, parce qu'il y a quelque chose que je voulais comprendre par rapport à la préséance. Vous avez dit, l'article 161, vous dites que la Cour de cassation et les conseils d'État, leur problème, ils peuvent recourir à la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la décision de la Cour de cassation ou la décision du Conseil d'État peut être attaquée au niveau de la Cour constitutionnelle? Non. C'est-à-dire que ici, on a bien énuméré uniquement en tant qu'il se... On n'est pas à tout moment ou en toute matière que la Cour de cassation et le Conseil d'État peuvent faire recours à la Cour constitutionnelle. Oui, il ne peut pas à tout moment, mais du moins, il y a du moins, c'est la Cour constitutionnelle ne peut pas recourir à la Cour de cassation, non plus au Conseil d'État. Mais le Conseil d'État et la Cour de cassation peuvent recourir à la Cour constitutionnelle. Oui. Albert, vous avez besoin de la parole. Non, c'est Maître Robert. Robert, excusez-moi. Merci, Monsieur Robert Tembo. Alors, je voulais compléter le confrère qui a placé comme il a si bien dit à l'article 161, alinéa 3e, qui place la Cour constitutionnelle comme la première et la plus haute juridiction du pays. Mais après cette Cour, et nous devons d'abord comprendre que chaque Cour a sa spécialité, a sa matière qu'elle traite. C'est-à-dire que lorsque nous quittons l'ordre de la Cour, la compétence de cette Cour, nous avions 3 ordres judiciaires en République démocratique qui est prévu par la Constitution. Nous avons la Cour de cassation. La Cour de cassation, nous avons défini
la compétence de cette cour. Nous avons le Conseil d'État, nous avons les cours d'ordre militaire. Et chaque cour a sa compétence. C'est-à-dire que ces 3 cours-là chapeautent les juridictions inférieures en chacune de ces matières qui les concernent. Donc quand vous êtes devant la Cour de cassation, celle-ci règle la question de décisions rendues par les tribunaux de paix, de grande instance, des cours d'appel. Notamment, on ajoute aussi les juridictions militaires. Et lorsque vous êtes devant les conseils d'État, celle-ci ne traite que des questions administratives qui sont statuées par les tribunaux administratifs et les cours administratives. Donc voilà un peu en termes simples comment faut-il comprendre. Donc les 2 juridictions en dehors de la Cour constitutionnelle, nous avons la Cour de cassation. Chaque cour d'État, chaque chambre est compétente dans sa matière. Dans sa matière, mais ils sont sur le même pied d'égalité en termes de préséance. Mais dans l'autre circonstance, la Cour constitutionnelle a un plus. Parce que les autres vont recourir vers lui. Vers elle, évidemment, c'est pourquoi nous avons dit que la Cour constitutionnelle est la juridiction la plus haute en République démocratique du Congo. Maître Simon. Il y a un élément que je voudrais ajouter, au regard même de la disposition qui venait d'être lue par les confrères ici. Je vais poursuivre l'alinéa, je vais commencer par cette alinéa dans la Cour constitutionnelle. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et les conseils d'État uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Point. Ces recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant déclinatoire, je reviens, je vais expliquer, ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Ça veut dire quoi? C'est lorsqu'il y a un conflit d'attribution des matières qui relèvent soit de la compétence, n'est-ce pas, de la Cour de cassation ou de la compétence du Conseil d'État. Les déclinatoires donc question, c'est une partie qui se retrouve soit devant une juridiction. Je donne un exemple. Il y a un cas, un litige qui se trouve devant les conseils d'État et qu'une partie soulève l'exception selon laquelle la Cour de cassation serait matériellement incompétente pour connaître du litige qui lui est soumis. Et à supposer que cette question se retrouve devant le Conseil d'État et que le même déclinatoire, la même exception est soulevée et que le Conseil d'État serait, n'est-ce pas, incompétent pour connaître de ces litiges. C'est en ce moment-là qu'il y a conflit de compétences de matière. On se posera la question, quelle est la juridiction en ce moment-là qui serait compétente pour connaître de ces litiges? C'est en ce moment-là qu'on dit que les arrêts qui sont rendus par la Cour de cassation ou par le Conseil d'État selon les cas peuvent être portés devant la Cour constitutionnelle pour trancher sur la question des compétences. Voilà la nuance même de l'article 161 alinéa 3. Uniquement la Constitution ne sait pas dans tout. On se réfère à la Cour constitutionnelle pour trancher la question de la compétence, de la matière, donc de la forme et non le fond. La matière, donc c'est-à-dire la matière. Il s'agit de la matière. Effectivement. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle ne va pas entrer dans le fond du problème. Nous avons un problème. Oui. Moi je me dis, ce problème, c'est de la compétence, par exemple. C'est pas de la compétence de la Cour de cassation. Ok? On recourt à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse seulement déterminer quelle est la juridiction compétente et non pour trancher les problèmes. C'est ça que je comprends. C'est ça justement. Ouais. C'est déclinatoire. La Cour constitutionnelle ne peut pas entrer dans le fond du problème. C'est ça justement. En droit, nous pouvons dire, déjà, il élimine litis, c'est-à-dire dès l'entrée déjà de l'audience, cette exception peut être soulevée. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un procès peut soulever devant la juridiction déjà en disant la Cour, vous devez vous déclarer incompétente parce que cette matière ne relève pas de votre compétence. C'est en cela, lorsque maintenant il y a conflit de compétences, c'est en ce moment-là que la Cour constitutionnelle peut se prononcer pour départager des juridictions. Mais aussi, je voudrais ajouter par rapport à la primauté de la Cour constitutionnelle sur les autres juridictions, déjà au regard de la compétence dévolue à la Cour constitutionnelle. Vous allez déjà comprendre que la Cour constitutionnelle en matière pénale, c'est la juridiction qui juge le président de la République et le Premier ministre. Déjà par là, on peut dire que c'est la juridiction qui est au sommet.
parce que nous avons dit, nous avons défini, lorsque nous avons présenté la compétence sur les compétences de la Cour de cassation, nous avons dit la Cour de cassation est compétente pour juger les membres du gouvernement autres que le Premier ministre, ainsi que les membres du Parlement et consorts. Déjà par là, mais aussi un autre élément, celui qui chapeaute la Cour constitutionnelle est d'office le président du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe ou l'institution des magistrats. Voilà déjà des aspects qui peuvent, n'est-ce pas, déjà nous influencer, sinon la primauté de la Cour constitutionnelle sur les autres juridictions. Je rejoins les amis en disant, la Cour de cassation ainsi que les conseils d'État sont des juridictions, je dirais, du même rang. Et chacun, en ce qui les concerne, a sa matière à traiter, mais ce sont des juridictions de même rang. Robert, vous avez demandé la parole. Donc, en fait, c'est par rapport à ces déclinatoires de juridiction. Je ne sais pas si nous pouvons encore bien l'expliquer en termes faciles. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes devant une juridiction qui peut être la Cour de cassation, le Conseil d'État, et une exception, comme l'a dit le confrère, est soulevée devant cette juridiction. Qu'est-ce qu'on appelle exception? C'est-à-dire qu'un problème est posé, un problème qui dérange un peu. C'est-à-dire que la Cour a été saisie, mais celle-ci, supposons, n'est pas compétente à connaître de la matière pour laquelle elle a été saisie. Donc c'est un problème. Et les partis soulèvent cette exception devant la Cour. Mais Madame la Cour, vous n'êtes pas compétente de connaître cette matière. Et cette question-là, ce problème-là qui est soulevé devant la Cour, peut faire l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle, pour que la Cour dise si cette Cour est réellement compétente ou pas. Donc c'est ça, en fait, là. Ouais. C'est ce petit problème qui est soulevé. C'est le petit problème qui est soulevé. Ah. Mais au cas où il y a maintenant un conflit entre la Cour de cassation, qui se croit être compétente d'une matière donnée, et que la Cour constitutionnelle lui dit que non, vous n'êtes pas compétente. Qui peut maintenant trancher? C'est comme ça que... Vous comprenez? Chacun se retrouve, il y a une matière, la Cour constitutionnelle dit, non, moi je suis compétent à traiter cette question. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation dit, non, non, c'est moi qui suis compétente. Alors, mais c'est là où nous avons dit donc on va saisir, on va faire un recours devant la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle se déclare déjà que c'est elle qui est compétente. Oui, mais ça reste. Mais justement, à ce moment-là où elle se déclare être la juridiction compétente à connaître de cette matière, ça signifie que ce dossier-là ne va plus retourner devant la juridiction qu'elle était, elle sera traitée par la Cour constitutionnelle. Mais si jamais la question était soulevée devant la Cour de cassation et que la compétence est dévolue au Conseil d'État, c'est-à-dire la Cour va demander à la décliner. C'est pourquoi moi on parle de déclinatoire, c'est-à-dire c'est décliné au profit du Conseil d'État. C'est-à-dire que vous, la Cour de cassation, vous ne pouvez pas connaître de cette matière, laissez le Conseil d'État. Et c'est comme ça, lorsque nous rentrons un peu plus loin, nous sommes sur le plateau malheureusement, quand vous lisez sur la compétence de la Cour constitutionnelle, vous allez remarquer que la Cour constitutionnelle est chargée de l'inconstitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Donc, lorsque vous pénétrez toutes ces compétences-là, vous allez vous rendre compte que la Cour constitutionnelle, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une question d'une loi qui est soulevée, c'est elle qui est compétente pour interpréter ce qui doit être l'application de la loi par rapport à la Constitution. Maître Boulou, vous avez demandé la parole. Oui, c'est dans le même angle d'idée, parce que nous voulons quitter ces plateaux pour que nous puissions quand même apporter un plus. Voilà, c'est ça que les téléspectateurs et les auditeurs attendent. Au central et particulièrement ceux de Matadi. Donc, 162. On parle de l'inconstitutionnalité. 162. Oui. L'inconstitutionnalité peut être soulevée même devant un tribunal de paix. Une question pour inconstitutionnalité. En principe, lorsque vous quittez le tribunal de paix, c'est le tribunal de grande instance qui devrait recevoir l'appel d'un litige provenant d'un tribunal de paix. Mais comme il s'agit d'une question concernant l'inconstitutionnalité, vous allez trouver que ce litige va quitter le tribunal de paix directement pour saisir le sommet qui est la Cour constitutionnelle. Donc vous allez trouver que c'est une question vraiment que la population doit très bien maîtriser pour que demain nous puissions quand même être épargnés à certaines confusions qui peuvent arriver dans le chef de notre population sur X matière. Et vous avez
nous allons constater que 2018, quand il voulait décider sur l'élection de gouverneur, dans la circonscription de Mende, dans Sankourou, il y a eu un litige qui s'est opposé par rapport, sinon c'est la Cour constitutionnelle ou sinon c'est le Conseil d'État qui devrait connaître de la matière. Mais nous avons dit bien qu'en ce qui concerne le Conseil d'État, ce sont les actes purement administratifs qu'il chapeaute. Mais lorsqu'il s'agit de contentieux, une matière judiciaire ou sinon questions liées à la Constitution, le choix est clair. C'est la Cour constitutionnelle qui doit connaître en dernier ressort. Et lorsque la Cour constitutionnelle vient de connaître en dernier ressort, il n'y a pas une autre décision qui pouvait interverser cette décision. Ok. Mabanière Télévision et auditeur de Mabanière FM, vous comprenez très bien, nous sommes en train d'échanger avec les praticiens du droit, ce sont des avocats. Nous allons aborder notre sujet, c'est beaucoup plus sur la matière de référé liberté, mais nous avons voulu tout d'abord définir certains concepts, puisque en ayant compris ces concepts, c'est alors que peut-être nous allons bien comprendre cette problématique de référé liberté. Maître Léonard, le samedi, les gens étaient scandalisés dans la ville. On dit, voilà, par une ordonnance en matière de référé liberté, l'ancien gouverneur estimé déchu est revenu. C'est quoi l'ordonnance référé liberté? C'est quoi? Explique-nous calmement que nous comprenions au moins ça. Belle question. Effectivement, jusqu'à preuve du contraire que nous passons devant votre... Cessons de recevoir des appels de partout pour en savoir un peu plus. Et ça a été pour moi une joie de passer pour édifier la population. Cette matière, quand nous avons appris de l'ordonnance en référé du Conseil d'État, il était question d'abord de pouvoir palper cette ordonnance-là. Et devant moi, cette ordonnance-là, si vous me permettez, je peux les sortir. Donc, le Conseil d'État était saisi par la partie Atout. Vous êtes en dehors de ma méthodologie. Ok, je voudrais... On va y arriver. Okay. Mais je voudrais tout d'abord savoir, c'est quoi l'ordonnance? C'est j'ai dit, matière en référé. Oui. Là, nous avons une décision. On s'attend à obtenir une décision provisoire. N'est-ce pas? Une décision provisoire avant que les fonds du litige soient touchés ou sinon soient connus par les juges. Donc c'est une mesure provisoire. Mais je ne sais pas si vraiment je me fais comprendre. Et parce que vous avez dit qu'il faudrait qu'on parle en un français facile. Donc j'allais dire, si je vais un peu avancer, il se pose un problème. Avant que les problèmes au fond soient touchés, les requérants peuvent solliciter avoir une décision provisoire avant que les fonds du litige là soient touchés. Et à cela, il faudrait saisir une juridiction qui va statuer. Mais là-bas, la seule différence, la question ne sera connue que par le juge unique. À côté de lui, bien sûr, un greffier. Il y a l'absence du ministère public. Donc le juge est seul et règle la question lui posée par les requérants. Dans cette histoire de référé liberté, il n'y a qu'un seul juge. Oui, il y a un seul juge qui statue. Avec les greffiers. Avec le concours du greffier, à l'absence du ministère public, l'organe de la loi. Ok. Expliquez-nous, Maître Mboulou. Oui, merci, M. Chambouille. En ce qui concerne cette matière ici, la question que vous venez de soulever, référé liberté. Référé liberté, nous devons
faire comprendre à notre population que c'est une décision provisoire. Donc c'est une décision qui n'a pas encore l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire c'est une décision, par exemple dans d'autres juridictions, il y a une matière, donc il y a urgence, et que l'une des parties peut aussi solliciter des mesures conservatoires. En ce qui concerne cette matière ici, que la population ne puisse pas se paniquer par rapport à ça. C'est une décision qui est purement provisoire. Comme venaient de dire mes confrères, d'ailleurs, c'est une décision qui a été prise en chambre unique avec le concours d'un greffier. Un seul juge aidé par un greffier. Oui. Donc les juges ne se sont pas réunis, il n'y a pas de chambre, comme on dit, il y a 3-4 juges, et pas non, nous nous retirons pour prononcer. Ce n'est pas ça. C'est comme ça que je voulais un peu faire expliquer. Quand vous allez, par exemple, il y a des matières qui nécessitent, qu'on appelle actuellement matières d'urgence. Donc, ce sont des matières qui sont uniquement dévolues à la compétence du chef de la juridiction. En ce qui concerne ici, c'est une mesure qui a été prise en principe avant d'y connaître le fond du litige. Ok, merci. Maître Robert. Merci encore, monsieur le journaliste, pour la parole. Donc, en fait, quand on parle de l'ordonnance en référé, nous devons d'abord situer la matière. C'est une matière administrative, comme nous l'avons dit, et cette matière est dévolue à la compétence, la juridiction la plus haute, c'est le Conseil d'État. Nous sommes devant les conseils d'État. Une parenthèse. C'est-à-dire, une décision ou bien une ordonnance en référé ne peut intervenir que dans une matière administrative. Pourquoi nous disons qu'elle ne peut intervenir en matière administrative? Je viens. Okay. C'est parce qu'il y a une décision qui a été rendue, que le parti ont estimé être une décision administrative. Ils ont saisi les conseils d'État pour dire si oui ou non l'autorité qui a pris cette décision avait raison de le prendre. Alors, pour revenir un peu plus loin, la réponse à votre question est prévue à l'article 283 de la loi du 15 octobre 2016. Cet article dit quoi? Lorsqu'une décision administrative porte gravement atteinte et de manière manifestement illégale à une liberté publique ou fondamentale, le juge des référés saisi par une demande en référé liberté peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté. C'est-à-dire, une décision administrative prise par une autorité administrative. On va voir le juge, on dit, nous décrions cette décision parce qu'elle porte atteinte gravement et de manière illégale à la personne X, par exemple. Et dans les cas d'espèce, c'est la partie Atoumatoubouana qui a saisi le Conseil d'État. Nous ne sommes pas encore dans la partie. Oui, nous allons arriver. Je vais définir le principe. Justement, lorsqu'on arrive devant le juge, on dit au juge, voilà la décision qui a été prise par une autorité administrative. Nous voulons que vous, Conseil d'État, vous nous disiez si l'autorité qui a pris cette décision avait raison ou pas. Donc c'est une décision provisoire. En fait, lorsqu'on saisit le juge, enfin le juge va se prononcer. Et il va se prononcer sur base de quoi? Sur base d'une ordonnance. Raison pour laquelle le premier intervenant vous a dit que le juge en référé siège seul. Il est juge unique. Et les décisions qu'il prend sont des décisions provisoires. Parce qu'il a été saisi de cette question, il doit se prononcer. Il se prononce par voie d'ordonnance. Pour dire que non, voilà, la question pour laquelle vous m'avez saisi. Par exemple, dans les cas d'espèce, il a dit suspendre les effets. Ok, on va venir. Maître Simon. En fait, pour revenir à votre question, c'est quoi les référés? Les référés, en termes simples, c'est une procédure qui permet à une partie, à une personne, de demander au juge des référés. Lorsque je parle du juge des référés, donc c'est le juge administratif. Donc procédure, déjà, on vous a cité la base légale, une procédure qui est prévue permettant à une personne de saisir les juges des référés afin que celui-ci, le juge des référés, de prendre des mesures provisoires, n'est-ce pas, au regard d'une décision qui porte grief, n'est-ce pas, à ses droits et libertés. C'est cela le référé. Et donc, comme les amis ont évoqué,
en matière de référé, lorsque vous arrivez à saisir la juridiction, le président de la juridiction soit lui-même siégé ou soit il peut désigner un juge de référé qui siège à chambre unique et c'est en chambre du conseil. Et là, le ministère public ne siège pas. Vous comprenez? En chambre du conseil, qu'il ne faut pas confondre avec la chambre du conseil en matière pénale. Ici, nous sommes en matière purement administrative. Donc, en cela, c'est une procédure qui permet à une personne de demander au juge de référé de prendre des mesures provisoires et rapides, n'est-ce pas, par rapport à une décision qui porte grief, une décision estimée qui viole la loi, et la personne qui est préjudiciée a la possibilité de saisir le juge de référé. Mais aussi, il y a une petite précision ici. Lorsque nous parlons du référé, ce n'est pas essentiellement les conseils d'État, parce qu'ici, je vous ai dit, en principe, au Congo, nous devions avoir des tribunaux administratifs ainsi que des cours administratifs d'appel. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore de tribunaux du travail. Et M. Atou est allé au niveau du Conseil d'État, une précision, simplement parce que la décision attaquée émane ou émanée, n'est-ce pas, de l'autorité du pouvoir central. On n'est pas encore là. Voilà, je pense que nous allons y arriver. Il était question de porter la lumière par rapport au référé liberté. Bon, vous dites qu'il s'agit d'une décision provisoire. C'est-à-dire, on n'est pas encore entré dans le fond. Non. Alors, cette décision provisoire ne viole en rien, donc ne peut pas empêcher une autre décision de se faire appliquer. Effectivement. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Si je comprends bien votre question, effectivement, les fonds, c'est comme je dis tantôt là, les fonds du litige restent en principe, parce que quand on prend une décision provisoire, il faudrait qu'on ait finalement à la fin une décision finale. On s'attend à une décision finale. Mais maintenant ici, on a une décision provisoire. Il faudrait s'attendre à une décision finale. Pour qu'il y ait une décision finale, c'est qu'ils vont encore se retrouver. Oui. C'est ça en principe la philosophie. Oui. C'est-à-dire, en termes simples, comme nous les juristes nous disons, oui, cette mesure provisoire, nous les juristes disent, nous parlons d'une mesure conservatoire. C'est-à-dire une mesure, la mesure prise par l'ordonnance n'attaque pas le fond du litige pour lequel le juge a été saisi. Ce qui revient à dire, puisque c'est une mesure provisoire, déjà vous allez comprendre que l'ordonnance, lorsqu'il est rendu, elle n'annule pas la décision qui est attaquée, mais elle suspend simplement les effets de la décision. La décision est encore là, mais l'ordonnance vient juste, n'est-ce pas, suspendre les effets de la décision qui est attaquée. La décision, faut qu'il interviendra, c'est pour annuler la décision qui a été, n'est-ce pas, entreprise par l'autorité. Voilà un peu la petite nuance. Donc, il n'y a pas de quoi s'enflammer pour une ordonnance en référé. C'est une mesure provisoire. C'est une mesure provisoire. C'est une provisoire, mais je sais qu'il y aura maintenant une décision définitive qui pourrait soit annuler la décision. Une décision définitive qui sera prise par... Même le collège qui va siéger. Donc la collégialité. La collégialité, les juges vont siéger. Là maintenant en audience publique et non pas en chambre du conseil. Là, il y aura aussi les concours du ministère public. Et puis, pour ajouter un élément, donc, dès la notification de l'ordonnance en référé libertaire, la partie lésée a au moins 15 jours. 15 jours pour former recours contre cette décision. Donc, en ce qui concerne l'événement du 23, ici, les parties en cause. Ok, on va y arriver. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, je comprends vos attentes. Je sais que vous attendez qu'on arrive, et heureusement, on est là. Vraiment, à partir de toutes ces notions que nous avons pu tous comprendre aujourd'hui, que voilà, il y a la séparation des juridictions, qu'il y a ceci, cela, nous venons même de comprendre qu'est-ce que c'est l'ordonnance en référé liberté. Maintenant, messieurs les avocats, nous avons un cas d'espèce. C'est le cas qu'on a connu le samedi 23 octobre en matière de référé liberté dans l'affaire en cause Atou Matubwana contre la République démocratique du Congo. Votre analyse, monsieur Robert qui Tembo. Ok. Merci, monsieur le journaliste.
Par rapport à cette question, nous, en tout cas, nous précisons avant de répondre que nous sommes ici ni pour Atou, ni pour Justin, mais nous donnons notre point de vue en tant que juriste par rapport à la manière dont nous comprenons ces problèmes qui se posent au niveau de notre province. À cette question, monsieur le journaliste, nous avons toujours répondu à tous ceux qui ont eu à nous poser la question si Atou doit revenir ou pas. Nous avons dit que, à notre avis, il est difficile, voire même impossible qu'Atou revienne. Pourquoi nous le disons? Le ministre de l'Intérieur, en prenant sa décision, le message qu'il avait fait au niveau de la province pour notifier l'intérim à M. Justin Luemba, et l'émanation de la résolution du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres ACG a demandé, a ordonné au ministre de l'Intérieur de pouvoir faire application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt cons, je crois, 1171. Donc, c'est le Conseil des ministres qui demande au ministre, en pleine réunion du Conseil de ministres, on demande au ministre de l'Intérieur de faire application de cet arrêt qui avait été rendu. Et nous savions à l'époque que cet arrêt avait fait beaucoup de bruit. Voilà, l'arrêt n'avait pas donné raison à telle ou telle autre personne. Mais pourtant, l'arrêt, comme nous l'avons dit par rapport aux compétences de la Cour n'avait fait qu'interpréter la disposition. Qu'est-ce qui devrait se faire par rapport à cette position-là dans laquelle nous nous retrouvons dans le cas de Atou Matouma, dans du cas de décembre 2019. Donc, le ministre de l'Intérieur, comme je l'ai dit, je peux me répéter, a reçu les ordres du Conseil des ministres pour faire application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il a fait ce message. Ce message a été attaqué devant le Conseil d'État. Pourquoi nous disons qu'Atou ne peut pas revenir? C'est parce que le Conseil d'État, non seulement qui n'annule pas le message du ministre, il a suspendu. Il a suspendu les effets. Mais imaginez-vous que cette décision rendue par le Conseil d'État intervient alors que la remise et reprise avait déjà eu lieu entre le gouverneur sortant, et sinon le gouverneur de Chi, et le nouveau intérimaire. Donc, à mon avis, il ne pouvait pas. Bon, c'est bien évidemment la Cour devrait se prononcer par rapport à cette question, mais je pense qu'à ce jour, s'étant rendu en retard, la décision a été prise en retard. Donc la décision est prise en retard alors que la remise et reprise était déjà parce qu'on suspend les effets de cet intérim qui a été organisé par le message fourni du ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si je me... Non, ça c'est votre lecture. Justement. Non, ça c'est votre lecture. Justement. Ouais. Mais aussi, la décision du Conseil d'État n'annule pas. C'est-à-dire que même si à l'hypothèse où Atou devait revenir, donc c'est-à-dire nous rentrons à la case de départ, le ministre de l'Intérieur a toujours les résolutions du Conseil des ministres pour faire application de la réponse 1171 qui n'est pas annulée ni par le Conseil d'État, mais cet arrêt existe jusqu'à ce jour et devra être appliqué. Parce que lorsque vous allez un peu plus loin dans les articles... Non, mais on a toujours dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'était l'arrêt d'interprétation. D'ailleurs, vous-même, vous avez dit... Non, vous avez dit ici qu'on se réfère à la Cour, peut-être pour interpréter, pour donner l'avis. Vous avez expliqué ça ici? L'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est vrai que c'est un arrêt d'interprétation. D'interprétation, oui. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle se limite à dire... ne pouvait pas dire que c'est Atou a été destitué ou pas. Mais on lui a saisi la question d'interpréter cette disposition parce qu'il y a eu un problème quelque part. Et ce problème a eu lieu à l'Assemblée provinciale. On a destitué Atou. On a saisi la Cour constitutionnelle pour nous demander de dire si oui ou non, dans les conditions dans lesquelles nous nous retrouvons, où Atou a été destitué, si oui ou non, il doit être... C'est ainsi qu'il a donné l'interprétation, la façon de comprendre cette histoire. Mais ce n'est pas une décision... donc, un ordre ferme, allez, faites ceci. Non, pour moi, je trouve que c'est ça. Par rapport à ses prérogatives, comme vous avez dit ici, qu'il a la compétence d'interpréter et de donner des avis. C'est ça que vous avez dit. Mais, monsieur le journaliste, si vous allez sur l'article 168 de la Constitution, il est clairement dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Oui. Enfin, excusez-moi, moi je vous ai suivi attentivement. J'ai suivi, je connais tout ce que chacun a dit ici. Vous avez bien dit ici que la Cour constitutionnelle a des matières, elle est compétente dans les interprétations, en donnant les avis, mais il y aura aussi des décisions
pour ces justiciables. Hein, il y a ces justiciables présidents de la République, c'est cela. Alors, est-ce que ne peut-on pas comprendre que peut-être que les décisions qui sont exécutoires, cela, ce sont des décisions prises pour ces justiciables, hein, et non une décision d'interprétation. Monsieur le journaliste, nous sommes devant un cas spécial. Et ce cas spécial concerne la destitution de Atou Matouboana par l'Assemblée provinciale. Alors, vu qu'il y avait des discussions autour de cette décision, voilà, ils n'ont pas respecté ceci, cela, tout ainsi. La partie Assemblée, à l'époque, le président Matoussi a saisi la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y avait un cas spécifique qui a donné naissance à cette question-là. Et ce cas-là, c'est la destitution de Atou. Ok, merci. Je vous ai écouté. Vous voulez intervenir? Oui, c'est bon. Vous savez, cette question, déjà, lorsque vous lisez l'article 147 de la Constitution, qui dit ce qui suit, lorsqu'une motion est votée contre le gouverneur ou sinon le gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire. Et dans les 24 heures, il doit présenter, pour le gouverneur des provinces, doit présenter sa démission auprès du président de la République. Il a été constaté, la motion a été votée. La loi donne la possibilité à une personne qui a été déchirée par l'Assemblée provinciale de saisir les instances judiciaires habilitées dans les cas sous examen en principe. Mais c'est Atou Matouboana devrait saisir la Cour constitutionnelle pour s'attaquer à ces votes-là. Chose qui n'a pas été faite. C'est ainsi, après un certain temps, l'Assemblée provinciale s'est rendu compte qu'il y a une motion qui a été votée contre M. Atou Matouboana. Mais malheureusement, il continue à engager la province de manière illégale. C'est ce qui a motivé le président de l'Assemblée provinciale de saisir la Cour constitutionnelle pour dire au juge constitutionnel: chez moi au Congo central, il y a un problème. Nous avons destitué le gouverneur. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, il continue à poser des actes. C'est pourquoi je viens auprès de vous. Essayez de nous donner la portée exacte de l'article 147 de la Constitution. C'est ainsi. Essayez de nous donner la portée. Je viens. Ok. Je viens. La compréhension. Le juge maintenant a dit ce qui suit, le juge de la Cour constitutionnelle. Ouais. Par rapport à ces cas, le juge a dit ce qui suit. Lorsqu'il y a une motion qui est votée contre le gouverneur et que celui-ci n'a pas attaqué la motion devant les instances habilitées, en principe, ce gouverneur doit présenter sa démission. Et pour le cas du Congo central, du fait qu'il n'a pas attaqué cette motion et du fait qu'il jusqu'à ce jour n'a pas non plus présenté sa démission, en principe, conformément à l'article 147, le gouverneur doit cesser, en principe, le gouverneur doit cesser d'exercer les fonctions des gouverneurs de province. C'est votre lecture, monsieur Léonard. Oui. Quelle lecture vous faites de cette décision, de cette ordonnance? Je voulais prendre d'ailleurs le dispositif du juge. Il dit ceci: le juge des référés déclare recevable et fondée la requête et en conséquence suspend les effets de la décision portant organisation de l'intérim ouvert aux fonctions du gouverneur et j'en passe. C'est pour rejoindre le confrère Robert. Donc ici, le juge des référés n'a attaqué qu'à la procédure de l'intérim, mais n'a pas dit, n'a pas réhabilité Atou Matouboana. C'est la question. Donc Atou Matouboana est toujours déchu, mais le juge fustige la procédure de l'intérim. Donc s'il faudrait même obéir à la décision du juge, l'intérim, on pouvait même reprendre l'intérim, non? On vous donne ça, vous. On dit, désormais, messieurs les journalistes, passez votre intérim au gouvernorat du Congo central. Si seulement pour respecter, mais lui, là, reste comme ça. Il reste de chi. Voilà, c'est même le terme. Maître Edo. Merci. Je crois que tout a été déjà développé par mes confrères, mais néanmoins, nous ne manquerons pas à placer un mot. C'est pour cela que nous sommes dans ce plateau, pour calmer les esprits de la population du Congo central, particulièrement ceux de Matadi.
Monsieur Chamboui, nous réaffirmons notre position que c'est comme qu'a dit le confrère Robert. On n'est pas là pour les intérêts de X ou Y. Voilà d'ailleurs le plateau est constitué presque de nêtres. Sinon, on aurait dit passer à un débat contradictoire avec les pro-atouts. Mais ici, nous sommes là pour une leçon ou sinon une émission purement pédagogique. Comment faire comprendre à la population du Congo central de ce qui s'est passé par rapport à l'ordonnance du Conseil d'État. Monsieur le journal, comment comprendre le fonds n'a pas été attaqué? C'est comme venait de dire le confrère Simon Loussons. Atout, monsieur Atout est parti en désordre partant de non-attaquabilité de cette motion de l'Assemblée provinciale. Lui, en tant que gouverneur, il s'est placé dans un méandre que nous-mêmes ici, je ne pouvais même pas attaquer cette motion. Je resterai toujours gouverneur. Or, ne l'ayant pas fait, il a déjà biaisé la procédure. Il a biaisé la procédure. Donc, merci. À ce moment ici, on ne peut pas parler du retour de M. Atou Matoubane. Et surtout que nous avons dit cette notification à 15 jours pour que l'une des parties lésées puisse formuler recours. Nous attendons. Il y a encore un temps que nous observons pour que nous puissions découdre le fond. On va y arriver. Je dis que cette émission est purement pédagogique. C'est la science. Nous voulons que la science puisse parler et non des tendances politiques ou bien des soutiens à tel ou tel individu. Mais vous tous, vous les quatre, tous les quatre avocats, vous avez parlé, mais personne d'entre vous n'a fait allusion aux PV qui ont été détruits. Vous le savez très bien, parce que j'ai posé la question. Mais vous tous là, vous êtes des avocats, vous savez que la Cour de cassation avait déjà ordonné la destruction des PV. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? De mauvaise foi ou par oubli? Maître Simon. Merci de la question. Vous savez, ici je vous ai dit, tantôt d'entrée des jeux, nous avons dit chaque juridiction a ses compétences. Je reviens par rapport à votre question pour dire, lorsqu'il y a une motion qui est votée au niveau de l'Assemblée provinciale, si vous n'êtes pas d'avis et que vous constatez qu'il y a des irrégularités, n'est-ce pas, sinon la procédure qui a été menée, ou sinon dans le procès verbal dont vous estimez illégal, la procédure est bien connue. On donne la possibilité au gouverneur déchu de saisir la juridiction habilitée. Quelle est cette juridiction? C'est la Cour constitutionnelle. En principe, c'est devant cette juridiction, je reviens, que M. Atou Matoubane devait présenter des griefs, n'est-ce pas, contenus dans le procès verbal qui a été attaqué. Mais par quelle magie la Cour constitutionnelle s'est retrouvée et la Cour de cassation s'est retrouvée dans les débats? Je reviens. Comment la Cour de cassation s'est retrouvée? Parce qu'il y a une procédure pénale. C'est un seul dossier qui a touché toutes les trois autres juridictions du pays. Toutes les trois autres juridictions. La Cour constitutionnelle s'est prononcée, le Conseil d'État venait de se prononcer et la Cour de cassation s'était prononcée dans les cas, n'est-ce pas, qui concernent le Congo central. Et c'est aberrant. Mais M. Atou Matoubane avait mené une procédure purement pénale parce qu'il a estimé, la motivation, ça c'est ma lecture, il s'est rendu compte que le délai pour attaquer la motion devant la Cour constitutionnelle était déjà forclus. Voilà pourquoi il fallait chercher des mécanismes, comment obtenir gain de cause d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, c'est pourquoi il a saisi les instances pénales, c'est-à-dire le tribunal de paix, pour attaquer en fond le procès verbal, n'est-ce pas, qui a été établi à l'issue du vote qui a été organisé au niveau de Bilolo. Voilà les contours. Si en cela vous avez vu tout ce qui s'était passé, on a attiré un député provincial devant le tribunal de paix de Matadi. Alors, nous avons ici développé les compétences dévolues à chacune des juridictions ici. Je ne pense pas même un juriste qui est en G1 peut, n'est-ce pas, traîner un député provincial devant le tribunal de paix. C'est pour dire qu'il y a eu à boire et à manger. Mais les dossiers s'est retrouvé au niveau de la Cour de cassation, comme nous l'avons dit. La procédure, c'est-à-dire au premier degré, la décision était devant le juge de paix. Il y a une partie succombante qui a saisi le juge du second degré, c'est-à-dire le tribunal de grande instance de Matadi. Et de là,
le tribunal de grande instance s'est prononcé et la même partie s'est pourvue en cassation. Voilà comment le dossier s'est retrouvé au niveau de la Cour de cassation. Jusqu'à faire que la cassation a décidé la destruction des PV. Oui, c'est comme dit c'est la compétence d'attribution. Cette matière, pour attaquer ces PV-là, il aurait dit attaquer ça devant la Cour constitutionnelle. Parce que quand vous attaquez des juridictions pénales, c'est de l'incompétence. Mais j'ai dit ceci, vous êtes des praticiens des droits, vous êtes des avocats. Est-ce que quand la partie à tout est allée vers la cassation, tout ça, ils ne savaient pas, il n'y a pas des avocats là-bas, ils ne savaient pas. Et ceux qui ont traité ces dossiers, pourquoi ils n'ont pas dit que non, c'est pas ici chez nous, allez de l'autre côté? Je voulais apporter un élément. Ouais. Lorsqu'on saisit la Cour de cassation, c'est une cour de la forme. Cette cour ne juge que la forme. Si la forme est biaisée, elle se prononce, mais elle ne connaît pas le fond du litige. Et que donc, pour que le juge de cassation ne saura... Juge de cassation. Le juge de cassation. Le juge de cassation, c'est le juge de la forme. De la forme. Il n'est pas le juge des fonds. Donc, c'est-à-dire quoi? Il ne saura pas entrer, constater que celui qui est amené là, les pièces là sont signées par les députés et les autres là, et que le tribunal qui s'est prononcé est incompétent. Il a vu juste, il a apprécié la forme. Lorsque la forme est biaisée, elle se prononce uniquement par rapport à la forme. Mais au fond, le fond du litige. Bon, maintenant que la décision est là, c'est-à-dire la destruction a été faite. C'est comme ça que j'ai dit quand j'ai pris la parole, je dis ceci. Voilà maintenant là où le conseil, je ne suis pas là pour critiquer les décisions de nos juridictions, mais ma lecture, nous avons dit, quand nous avons parlé sur l'ordonnance en référé, nous avons dit que c'est une décision provisoire. Maintenant, dis-moi, où seraient les fonds? Parce qu'il faudrait qu'il y ait les fonds. Et les provisoires va demeurer jusqu'à quand? Et quand le fonds sera traité, il n'y a pas un fonds. Les fonds étaient déjà vidés. Les fonds pour litige à tout, il n'y en a plus aujourd'hui. En réalité, il n'y en a plus. Et d'où est venue la forme? La forme pour qu'on ait cette ordonnance. Oui, l'ordonnance est là. Maintenant que l'ordonnance est là, si jamais cette décision est exécutée, et les cas, on va entamer quel fonds? C'est encore un problème que on veut encore de plus nous distraire. Mais heureusement, le juge lui-même là était trop sage, pardon. Il ne s'attaque que à la procédure de l'intérim de monsieur le gouverneur AI. Donc, par rapport à sa destitution, il reste comme ça. Robert, vous avez demandé la parole. Vous avez fait allusion aux décisions de PV. Oui. Mais qu'est-ce que le PV de l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale du Congo central? Le PV ne constate que la plénière et n'annule pas la plénière. C'est-à-dire que la plénière a eu effectivement lieu. Et le PV vient constater qu'il y a eu effectivement plénière. Qu'elle soit détruite. Mais maintenant, c'est sûr, que le PV soit détruit, oui, ou pas, c'est un non-événement. Non, mais avocat. Je ne suis pas avocat. Pourquoi nous le disons? Je ne suis pas juge, avocat, mais je comprends. Vous dites que le PV... Mais ce sont ces PV qui doivent démontrer effectivement qu'il y a eu déchéance. C'est sur base des PV. Comment on peut dire que tel est déchu s'il n'y a pas de PV? Oui, effectivement. Alors, ça dit que le PV vient constater l'existence d'une plénière. Voilà. Parce que même sans Mais maintenant, ces PV pouvant constater que tel est déchu sont détruits. Oui, mais évidemment, les PV constatent que tel est détruit. Oui. Mais est-ce que la plénière qui a été organisée pour destituer cette personne-là est annulée du fait de cette destruction du PV? Non. C'est là où nous disons. En fait, les droits est très subtil et très compliqué. C'est ça, vous votre droit, je comprends. Enfin, moi, c'est comme ça que je dis, mais si vous pouvez me laisser un peu la parole, oui, c'est comme ça que je dis pourquoi tout ne peut pas rentrer. Parce que lorsqu'on a envoyé le message phonique, si ce message avait été attaqué avant que l'intérim, la remise et reprise ait lieu, cette remise et reprise n'aurait pas eu lieu parce que la décision du Conseil d'État suspendait la décision qui organisait cet intérim-là. Mais la décision vient intervenir alors que l'intérim, la remise et reprise a déjà eu lieu. Quel effet ça va avoir
à une remise de prise qui a déjà eu lieu. Non, mais d'ailleurs, c'est la question que je vais poser par après. Justement. Parce que maintenant qu'il y a la suspension, on a suspendu l'intérim. C'est pourquoi nous sommes allés. Quels sont les effets? C'est pourquoi nous sommes allés un peu plus. C'est comme ça que nous sommes allés un peu plus loin. Pour dire, même à l'hypothèse où cette suspension de l'intérim venait à être annulée par le Conseil d'État comme il l'a fait, et que supposons Atou doit rentrer. C'est-à-dire, nous rentrons à la case du départ. La case du départ, c'est laquelle nous sommes devant le ministre de l'Intérieur. C'est lui le ministre qui doit dire qu'Atou regagner votre poste parce que la décision que je vais apprendre pour garder l'intérim. Reprends, je n'ai pas bien compris. Reprends encore. C'est pourquoi nous disons que le droit non, parle, non. Donc, ok. On suspend. Il y a une décision, il y a une ordonnance. Parce que l'ordonnance suspendant l'intérim. Alors quand on suspend l'intérim, mais de manière automatique, on comprend que il n'y a plus d'intérim. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. S'il vous plaît, mon frère, vous allez réagir. Le ministre de l'Intérieur a pris cette décision d'ici des résolutions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni par rapport à cette question-là et a donné l'ordre au ministre de l'Intérieur de faire application de la réponse 1171. Je me pose, ça m'arrive en tête, pourquoi on n'a pas attaqué la décision du Conseil des ministres? Mais justement, c'est là la question. S'ils avaient entre guillemets... Parce que, enfin, les décisions du Conseil des ministres, ce sont des décisions. Quand on les lit là, ce sont des matières de droit aussi, non? Administrativement. De mon point de vue, je ne qualifie pas la décision du Conseil des ministres comme une décision administrative. Mais si celle-ci, en tout cas, je n'ai pas une réponse par rapport à cette question-là. Mais si celle-ci aurait attendez, maître. Oui. Vous dites que on s'attaque à la décision du vice-premier ministre, alors que lui, il a eu une injonction d'une résolution du Conseil des ministres. Alors, est-ce que tout ce que les décisions prises dans le Conseil des ministres ne sont pas des décisions administratives? Il y a une précision à donner. En soi, ce n'est pas une décision administrative parce que je ne vois pas un acte qui est signé par tous les membres, n'est-ce pas, qui composent le gouvernement, c'est-à-dire ces gens en Conseil des ministres. La précision ici, lorsqu'il y a une résolution, il y a un procès verbal. Il y a un procès verbal, n'est-ce pas? C'est le ministre de la Communication, n'est-ce pas, qui établit, qui fait les rapports, n'est-ce pas, du Conseil des ministres. Je reviens pour dire, lorsqu'il y a une résolution au niveau du Conseil des ministres et qu'il faut qu'une décision soit prise, on instruit au ministre sectoriel ou des titelles qui doit concrétiser la résolution à une décision purement administrative. C'est en cela que le ministre, le VPM, a pris une décision, bien entendu par les messages phoniques. Et donc, l'autorité a attaqué ces messages-là. Parce que je me dis, si M. Atou, moi je pense que par rapport à la décision a été ciblée. Parce qu'il ne faudrait pas ici faire entendre ou dire que nous voilà, M. Atou Matouban devait attaquer la résolution du Conseil des ministres. Puis du reste, où est-ce qu'il pouvait être, n'est-ce pas, où est-ce qu'il pouvait avoir cette décision en termes de papier? Parce que lorsque vous attaquez une décision devant le juge, vous devez produire, brandir la décision qui est attaquée. C'est en cela, l'intérim ici a été organisé par le ministre des tutelles, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, bien entendu, décision ici de la résolution du Conseil des ministres. C'est comme ça que donc, mais aussi un aspect, parce que, comme nous l'avons si évoqué ici, chacune des juridictions s'est prononcée d'une manière ou d'une autre. Et ici, il n'y a pas une juridiction qui peut annuler ou les effets d'un autre arrêt ou d'un jugement ou d'une décision rendue par une autre juridiction. Bon, nous nous retrouvons avec 3 juridictions, chacune a sa décision. Et quelle est la décision qui est au-dessus? Nous avons déjà dit. Ici, soyons un peu pragmatiques. Parlons de chacune des juridictions. Parlons d'abord de la première haute juridiction qui s'était prononcée, c'était la Cour de cassation. Là, c'était en matière pénale. On a attaqué, on a d'abord cité devant le juge de paix un député national, mais bien entendu, on a attaqué un procès verbal pour faux, je ne sais, usage de faux, en matière pénale. La Cour constitutionnelle s'est prononcée en matière d'interprétation de la Constitution au regard d'un cas de figure qui se vit au niveau du Congo central. Et maintenant, là, le Conseil d'État vient de se prononcer en matière purement administrative. Déjà ici, je voudrais préciser en disant aucune de ces décisions ne peut annuler ou anéantir les effets de l'autre décision.
Même le Conseil d'État n'a pas pouvoir de dire non, voilà, bien que la Cour constitutionnelle s'était prononcée, moi j'ai dit non. C'est pourquoi ici nous disons et nous précisons que l'ordonnance rendue en référé liberté n'a pas annulé les effets de l'arrêt R11 1171, vous comprenez? Encore moins les votes qu'il y a eu au niveau de Bilolo. Le Conseil d'État s'est focalisé au message phonique. Parce que M. Atou s'est estimé être blessé dans ses voix. Maître, c'est ce message phonique qui a organisé l'intérim. C'est les journalistes. Maître, c'est ce message phonique qui organisait l'intérim. Mais ce message phonique-là, on a attaqué. Ok? On nous dit que ce message est suspendu. Dès que ce message est suspendu, tirez les conséquences. Mais dans l'ordonnance du Conseil d'État, monsieur le journaliste, moi, j'ai lu quand même cette ordonnance, mais nulle part que j'ai vu ordonnant la réhabilitation. Non, j'ai l'ordonnance devant moi. Donc, quand vous lisez le dispositif... L'ordonnance dit ceci. Les juges des référés déclarent recevable et fonder la requête et en conséquence suspend les effets de la décision portant organisation de l'intérim ouvert aux fonctions des gouverneurs de la province du Congo central, contenu dans le message officiel numéro ceci, cela. Voilà, donc là-bas, ni les parts, après avoir suspendu cette décision, ni les parts, le Conseil d'État a ordonné la réhabilitation de Atou Matouboana comme gouverneur dans le Congo central. Mais donc, cette décision ici, en le suspendant, le Conseil d'État a laissé un flou par rapport à ça. Donc, c'est ça la question que j'ai posée. Quand j'ai dit que tirer les conséquences de cette décision. Oui, c'est-à-dire que le VPM a aussi le pouvoir, même si aujourd'hui, ces gens en conseil des ministres, ils peuvent encore désigner un autre intérimaire, outre que Justin. Je ne suis pas juriste, mais je ne crois pas. Parce que maintenant, il y a une décision de justice. Est-ce que le Premier ministre, le vice-premier ministre est au-dessus de la décision de justice? Oui. Allons-y par des syllogismes. Le vice-premier ministre a pris un message phonique. Oui. Ce message phonique est attaqué devant le Conseil d'État. Oui. Ce message n'est pas annulé. Il est suspendu. On suspend simplement le fait de cet intérim. Oui. On dit que l'intérim de M. Justin ne doit pas avoir lié. C'est-à-dire qu'Atou doit rentrer comme gouverneur. Ouais. C'est-à-dire que c'est pourquoi le confrère a dit que le Conseil d'État a laissé un flou. Parce que dans cette ordonnance, il n'est pas dit qu'Atou doit regagner son poste et procéder par une autre remise et reprise avec Justin pour revenir à Bovo. C'est pourquoi nous avons dit, pour répondre à votre question, c'est pourquoi nous avons dit, cette ordonnance aurait eu effet, et moi j'aurais soutenu si c'était prise avant l'organisation de la remise et reprise. Vous rentrez encore dans ce que vous avez déjà dit. C'est ça la logique. Non, c'est déjà sorti. Maintenant l'ordonnance. C'est ça la logique. Maintenant cette ordonnance est là. Elle existe. Vrai ou faux? Oui, mais l'ordonnance est là. Tirons les conséquences de cette ordonnance. Cette ordonnance a un effet rétroactif. Ça veut dire quoi? Est-ce que cette ordonnance-là, c'est comme le soutien le confrère dans l'ordonnance. Est-ce que cette ordonnance-là doit réguler? L'ordonnance, hein? Non, suivez. Connaissant déjà qu'il y a les avocats, messieurs les juristes. Oui. C'est vous les juristes qui compliquent aussi les choses dans ce pays. Non, on ne complique pas, mais on dit. Comprenez un peu. Parce que le problème est là. On dit, c'est simple à comprendre qu'on a suspendu l'organisation de l'intérim. Mais qui dès que c'est suspendu, c'est que automatiquement la personne qui était là, que le confrère dit que c'était déjà organisé. Il y avait déjà eu remise et reprise. La procédure était déjà afin que ceux qui jouent les est-ce qu'on peut suspendre quelque chose qui a déjà eu lieu? On suspend quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. La remise et reprise avait déjà eu lieu. La décision vient intervenir. Dites-moi, cette question-là, en tout cas, c'est comme l'a dit les confrères, nous sommes devant un flou. Mesdames et parce messieurs, que nous ne savons pas. Chers téléspectateurs et chers auditeurs de Ma Bannière FM, vous comprenez le débat comment il est. Je suis en face des juristes, je suis en face des avocats, praticiens. Hein? Vous comprenez comment ils compliquent les choses ou bien comment ils comprennent les choses. Mais
Si nous pouvons vous aider. Non, vous avez parlé. Mais c'est Léonard parlait. Tirez les conséquences de cette décision. Les conséquences, c'est comme quand je disais là, cette décision, est-ce qu'elle doit rétroagir? Je ne pense pas. S'il faudrait que cette décision rétroagisse, à ce moment-là, il faudrait comment on dit, retourner jusqu'à la case du départ. Mais or, cette installation, cet intérim-là, où d'ailleurs lui avait fui, moi j'étais présent ce jour-là, il n'était pas là. Et il y a eu cet intérim-là, comment je dis, cette remise et reprise pour que les gouverneurs ad intérim aient la gestion de la province a eu lieu depuis autant de mois. Et aujourd'hui là, une décision qui vient suspendre cet intérim qui a déjà eu lieu. Oui. Et aujourd'hui d'ailleurs, je pense... Mais c'est ça ma question. Et c'est comme ça les conséquences. On suspend une intérim en cours. Ouais. Que faire maintenant? Quelles sont les conséquences de cette décision? C'est là où je demande votre solution. J'allais citer en ces termes. Aujourd'hui, c'est venu en retard. Ça veut dire? Cette partie a saisi l'autorité un peu très tard. La décision de justice. Oui. Et là. La décision est là du fait qu'elle ne peut pas rétroagir. Elle y reste comme ça jusqu'à l'installation. La décision de justice reste comme ça. Non, mais je dis ceci. M. Justin reste parce que cette décision ne vient pas interrompre. Voilà. Ne vient pas interrompre l'intérim. Mais sinon. Je voulais placer dans le même angle d'idée. Oui. Mais c'est les journalistes. Ici, il est question de comprendre que la décision a bien précisé sur l'organisation de l'intérim. Mais cette décision qui vient intervenir déjà après l'organisation de l'intérim. Comment voudrez-vous que les VPM puissent encore reculer derrière? Dans l'ordonnance, il n'a même pas évoqué non la réhabilitation de Atou Matouboana et non aussi précisé que à la signification ou à la notification au parti, Atou Matouboana devrait faire remise et reprise avec celui qui a été désigné. C'est le problème à la population. Mais on doit comprendre que c'est l'organisation de l'intérim qui a été déjà organisée. Mais c'est l'avocat. Pourquoi ne pouvez pas comprendre comme moi, les citoyens lambda, comprendre très facilement qu'on suspend. Ça veut dire ce qui se fait s'arrête. Et ce qui était... Non, mais c'est les journalistes. Ce n'est pas dans l'intention. Prenons l'exemple. Vous avez votre fille à la maison. Et à chaque fois, vous prodiguez des conseils à cette fille. Et il faut éviter la grossesse. Il faut éviter la grossesse. Mais la fille va se livrer déjà. Vous allez constater qu'il y a déjà grossesse qui a été occasionnée entre frères. Bon. Quelle décision que vous allez prendre par rapport à cette circonstance pour suspendre les effets de cette grossesse? Parce qu'il s'agit ici de l'organisation de l'intérim qui a été déjà organisée. Et la décision vient intervenir après. Bon, vous avez beaucoup parlé. Il y a Simon qui n'a pas parlé jusque-là. J'ajoute par rapport au cours. Le professeur Simon va parler. Ouais. Pourquoi nous voulons placer ces mots? En fait, la procédure en référé liberté, c'est une procédure de célérité. Pourquoi je dis que c'est une procédure de célérité? Quand vous lisez l'article 248 de la loi portant de la loi du 15 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, cette disposition dit quoi? Le juge de référé se prononce, donc le juge qui est saisi pour une procédure en référé se prononce dans les 48 heures. Le juge qui est saisi de la procédure en référé se prononce dans les 48 heures. Dans les 48 heures, dès qu'il est saisi. Tout à fait. C'est pourquoi nous avons dit la partie Atou Matouboana aurait dû saisir le juge en référé du jour où ils ont eu connaissance de ces messages phoniques. Parce que quand vous prenez le jour de ces messages et l'intérim, je crois qu'il y a eu un écoulement de plus de 48 heures. Donc le juge aurait dû se prononcer avant même que la remise et reprise n'intervienne.
Mais maintenant que le juge vient se prononcer en retard, dites-moi, parce que même maintenant, à l'heure où nous parlons, quand vous lisez même la loi qui organise cette matière, il y a un vide juridique. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur doit faire? Est-ce que on va suspendre quelque chose qui a déjà eu lieu? Voilà, maintenant, Maître Robert ajoute un élément de nouveau que je vais comprendre. C'est-à-dire que la décision devrait être attaquée. Bon, dès qu'on a attaqué la décision, voilà, dans les 48 heures, le juge se prononce. Le juge devrait se prononcer. Tout à fait. Mais il reste à savoir quand est-ce que, enfin peut-être, il reste à savoir quand est-ce que la partie Atou avait saisi la Cour. Mais justement, certainement la partie... Peut-être c'est le conseil qui a pris beaucoup de temps. Si le conseil a pris beaucoup de temps, où est le temps? Où est le problème? Il y a un élément. Oui, Maître Simon. Il y a un élément. Vous savez, le droit administratif, parce que c'est le contentieux administratif, c'est aussi une matière généralement qui n'est pas assez fréquente devant les cours des tribunaux. Généralement. C'est pour dire quoi? Il y a une procédure à suivre en matière administrative lorsqu'il y a contentieux administratif. Ça veut dire quoi? Avant même de saisir le juge pour les recours juridictionnels, on commence d'abord par saisir l'autorité qui a pris la décision. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu, lorsque ce message est arrivé, je pense, M. Atou Matoubouana avait saisi le FEPEM pour pouvoir retirer la province du Congo central de toutes les provinces, n'est-ce pas, concernées. Sans pour autant saisir l'autorité qui a pris la décision, lorsque vous saisissez directement le juge, votre action sera déclarée irrécevable parce que vous n'avez pas respecté la procédure. Sera déclarée irrécevable par qui? Par le juge. Mais le juge l'a accepté. Attendez, je viens. Lui a respecté la procédure. Il a eu à saisir d'abord l'autorité. Il avait saisi par l'entremise de ses avocats. Il avait saisi l'autorité pour pouvoir retirer, n'est-ce pas, la province du Congo central. C'est en cela, lorsqu'il va saisir le juge, en principe, comme l'a si bien dit les confrères, dans les délais de 48 heures, le juge devait se prononcer. Lorsque nous avons défini les référés, nous avons dit que c'est une procédure permettant de demander au juge de prendre des mesures provisoires et rapides. Vous comprenez? De prendre des mesures provisoires et rapides. Parce qu'il y a des droits et libertés d'un citoyen qui ont été ou qui seraient violés manifestement. Vous comprenez? C'est en cela. Mais malheureusement, nous avons constaté, on saisit le juge. Maître Simon, dans mon introduction, j'étais clair. Je dis que cette question préoccupe tout le monde. Oui. La rue en parle, tout le monde en parle. Il y a juristes et juristes. Mais je suis devant les praticiens des droits. Vous êtes les praticiens. Ok? Il y a un cas pratique. Non, nous ne sommes pas dans la théorie. La pratique est là. La pratique est qu'il y a une décision prise. Maintenant, la décision, qu'elle soit en retard ou quoi, que faire maintenant? Quelle est la conséquence de cette décision prise de manière pratique, de manière concrète? Parce que le confrère Robert aborde en disant, en principe, lorsque le juge s'était prononcé, le juge des référés, en réalité, il y a déjà eu exécution de ces messages de la décision qui a été attaquée. C'est-à-dire, je me répète, lorsqu'on saisit les juges, on devait suspendre avant que l'intérim ou sinon la remise et reprise ne soit effective. Vous comprenez? La décision du juge arrive du moment où il y a déjà eu remise et reprise. En quelque sorte, l'objet a été déjà vidé en quelque sorte. Maintenant, on fait quoi? Vous comprenez? Moi, ce que j'ajoute comme je crois, nous allons progressivement vers la fin. Comme nous savons, il est temps là-bas. Mais nous, comme nous travaillons ici, je demande, ça c'est les services qui doivent faire leur travail. Ok. Oui. Maintenant, le problème est là. Oui. Aujourd'hui, Justin assure l'intérim. Aujourd'hui, la décision est là. Maintenant, quelle est la solution? La solution... Déjà, lorsqu'il y a une décision de justice, la première des choses, on notifie la décision aux parties. Les parties sont notifiées. Les parties sont notifiées. Sauf qu'il est aberrant, nous avons vu à travers les réseaux sociaux et que cette décision, cette ordonnance devait être signifiée à des gens qui ne seraient même pas partis au procès. Ça, je ferme la parenthèse. Lorsque la décision est notifiée, il y a aussi des voies de recours qui sont ouvertes par rapport à l'instance maintenant qui a été entamée. Vous comprenez? C'est compliqué. Non, j'ai dit ceci. Mais vous dites maintenant qu'il y a des voies de recours. Des recours qui sont... Donc, c'est-à-dire, la partie qui va recourir... Bon. La partie qui va être de la recours. Parce que dans l'ordonnance, il y a des parties qui ont été signifiées. Mais c'est pas ici... Non. Ici, c'est M. Atou Matoubouana qui a accusé... qui est allé en cause, qui a accusé la République démocratique du Congo. Bon, maintenant, c'est la République qui doit maintenant se plaindre. Mais c'est les journalistes. Moi, je voudrais un peu faire remarquer un élément.
que si je me mets dans l'esprit du Conseil d'État, il prenait cette décision avec beaucoup d'esprit apaisé parce qu'il savait que c'est une décision qui n'aura même pas d'effet. Comment ça? Comment? Parce que lui, en tant que... Non, ça c'est votre lecture. Lui, en tant que juriste, il savait déjà qu'en prononçant la suspension de l'organisation de l'intérim, qui devrait se faire avant même que Justin Luemba puisse procéder à la remise et reprise. Il savait déjà que même si j'ordonnais une ordonnance de cette manière ici, quand bien même moi je vais faire mon travail, mais sur le terrain, c'est une ordonnance qui n'aura même pas d'effet. C'est comme ça que moi je propose. Peut-être que le même Conseil d'État... Monsieur l'avocat, c'est votre compréhension. Mais moi j'ai une autre compréhension. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que on a rendu cette ordonnance le samedi le 23, ok? Alors que le lundi, les bureaux de la CENI devraient être ouverts pour les dépôts de candidatures. Et que on a même signifié qu'il y a une copie de cette ordonnance qui a été envoyée à la CENI. C'est comme ça donc que... Non, il ne faut pas dire qu'il a pris ça à la légère. C'était une façon de vous dire non, on organise. C'est comme ça que nous avons dit. Oui. Dans le cas d'espèce, le ministre de l'EVPM qui a été notifié, la République, j'en passe, ils n'ont pas trouvé l'intérêt de cette notification parce que c'est une notification qui devait intervenir avant l'organisation de cet intérim. Mais on a déjà organisé l'intérim. Pourquoi faire sortir l'ordonnance qui va suspendre un élément qui est déjà qui a été déjà organisé? Donc dans cette matière, moi je trouve c'est le Conseil d'État qui vient mettre le flou dans les chefs de tout le monde pour faire croire que c'est l'ordonnance qui devrait faire réhabiliter. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous avez dit que vous avez dit, mais c'est ça. Non, c'est à vous de tirer seulement les conséquences. Les conséquences à ce qui nous concerne, nous demandons à la population du Congo central d'être calme par rapport à ça parce que c'est une ordonnance qui ne va même pas produire des effets. C'est ce que nous donnons comme leçon. C'est ça votre compréhension? Oui, notre les juristes praticiens. Oui. Ça ne va pas produire. Quelle est votre compréhension, M. Simon? Compréhension, je vous ai dit ici, lorsqu'il y a une décision de justice qui est rendue, il faudra d'abord commencer par la notification signifiée aux parties en cause. Et lorsque vous lisez même la loi organisant, n'est-ce pas, les juridictions de l'ordre administratif, à son article, je crois, 249, l'article dit les décisions sont notifiées aux parties. Vous venez ici de soulever que la décision serait envoyée ou notifiée à la CENI. Mais vous êtes d'avis que la CENI... Je précise, la CENI, donc, M. Atou a été notifié, la RDC par le ministre de la Justice notifié, président de la CENI notifié, VPM notifié, et même l'inspecteur général de la police nationale. Merci bien. Je vous renvoie à la même ordonnance, je crois, à l'article 5, si j'ai une bonne mémoire. À l'article 5... La présente ordonnance sera signifiée ou notifiée aux partis. Oui, article 4. La présente ordonnance sera notifiée aux partis et publiée au journal officiel de la RDC ainsi que dans les bulletins de décision de publication des juridictions de l'ordre administratif. Moi, je suis juriste. Lorsque le juge lui-même dit la décision sera notifiée aux partis qui sont partis, qui étaient partis dans cette cause. Je vous cite le demandeur qui était M. Atoumata Bouana, je vous cite la République démocratique du Congo ainsi que le VPM de l'intérieur. Mais de là, on va prétendre signifier cette ordonnance au président de la CENI et même ce qui je vis à l'inspecteur général de la police. C'est là où j'ai dit. Parce que si réellement cette décision serait signifiée à la CENI, vous avez suivi le secrétaire exécutif de la CENI Congo Central qui a dit, qui a évoqué même les principes du parallélisme des formes et que lui ne pouvait pas suspendre le processus électoral. Il a poursuivi malgré la décision qui a été rendue par le Conseil d'État. C'est pour dire par rapport même à la procédure. Parce qu'il n'était pas encore à connaissance de la notification. Si, c'est ce que je dis. Même si on a notifié à la CENI, la question que je me pose. Non, même avocat. À qui faut-il? Non, vous aussi, les avocats, vous compliquez les choses. Non, suivez un peu. Le secrétaire exécutif
ne pouvait pas se contenter d'une décision de ce qu'il a vu à la télévision, c'est cela. C'est ça l'administration. Il devrait attendre que son chef, que son hiérarchie puisse lui signifier. C'est ça. Moi, j'ai suivi ça passer sur les médias quand il a dit que je suis. Il a dit ceci. Il ne peut pas suivre ce qui se passe à la radio. Effectivement, mais voilà, il a dit ceci. Il a même évoqué les principes du parallélisme des formes. C'est-à-dire, le VPM qui a saisi la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, c'est la même autorité qui devait, n'est-ce pas, saisir la CENI pour que le processus soit suspendu. Là, nous sommes d'avis. Et parlons maintenant de la notification à la CENI. Je me dis, au regard de l'article 249 que je viens d'évoquer de la loi organique, mais aussi à l'article 4 de la même ordonnance du juge, qui voudrait que la décision soit notifiée au parti. Par quelle magie cette décision aurait été notifiée au président de la CENI, à l'inspecteur général de la police? C'est la question que je me pose. Même s'il y a une notification, vous allez comprendre avec moi que cela n'a pas produit d'effet. Vous comprenez? Et donc pour la CENI, c'est le ministre, c'est le VPM de l'Intérieur qui devait de nouveau saisir la CENI pour que le processus électoral soit suspendu dans la province du Congo central. Pour ajouter vous ajoutez et vous tirez la conclusion parce que nous devons chuter. Ok, merci beaucoup. Et en conclusion, ma question est celle-ci. Oui. Au jour d'aujourd'hui, qui est ou qui pilote la province? Au vu de la décision du Conseil d'État, au vu de l'ordonnance que nous avons, maintenant, tel que nous sommes là aujourd'hui, qui est gouverneur du Congo central? Oui, mais c'est les journalistes, nous ne cessons de le dire. Ça, c'est notre lecture qui n'engage que nous, en tant que praticiens du droit. Au jour d'aujourd'hui, c'est M. Justin Luemba qui a été désigné par l'autorité de tutelle, qui est reconnu comme gouverneur du Congo central. Alors que depuis le lundi, le 25, les notifications ont été faites. Or, dans cette décision, on dit à partir de la notification, ça porte déjà effet. Non, c'est-à-dire que c'est comme ça que moi, on n'est pas là pour attaquer des juridictions. Mais par rapport aux analyses juridiques, le Conseil d'État a laissé beaucoup de flou. Pourquoi? Mais c'est le journaliste. L'intérim a été déjà organisé. Et dans l'ordonnance, il ne donne pas vraiment de précision comment et pourquoi qu'on devrait réorganiser cette remise. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que nous allons donner comme conclusion, mais c'est Justin Luemba ne passe pas son intérim dans l'illégalité, mais c'est dans l'égalité. Parce que cette décision qui fait de lui gouverneur ad intérim devrait être attaquée avant l'organisation de cette remise. Merci, et c'est ça votre dernier mot, Monsieur Léonard Nsenga. Merci beaucoup. En conclusion? Et en conclusion, nous avons devant nous une décision judiciaire qui n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée, donc qui est encore attaquable, et qu'à ce jour nous attendons la position du VPM. Qui est gouverneur aujourd'hui? Le gouverneur. La province est sans gouverneur? Le gouverneur et la province est dirigée par le gouverneur Justin Luemba, le gouverneur ad intérim, jusqu'à preuve du contraire, et je crois jusqu'à l'organisation des élections. Donc je vais dire, il reste en fonction. C'est ça, j'ai posé la question du nouveau gouverneur. Avec ça, est-ce qu'il y aura élection? Monsieur Simon, votre conclusion? Merci de la question, de la parole. Je pense que la conclusion est que, jusqu'à preuve du contraire, M. Justin Luemba Makosso demeure gouverneur ad intérim de la province du Congo central. Jusqu'à preuve du contraire. Malgré la décision de justice. La décision, l'ordonnance rendue par le Conseil d'État, et qui du reste doit être signifiée, et ainsi de suite, par rapport à son exécution. Moi, je pense qu'elle va connaître des problèmes pour qu'elle soit, n'est-ce pas, exécutée. Et à ce jour, moi, je pense que la population ne peut pas spéculer. Jusqu'à présent, M. Justin Luemba est gouverneur, et l'avenir, je pense, nous dira plus de ce qui viendra par rapport à cette décision qui est prise. Robert Tembo, votre mot de la fin et votre conclusion? Notre mot de la fin est simple. La population du Congo central ne peut retenir que ceci. Nous l'avons dit et nous allons le répéter.
le ministre de l'Intérieur a agi sur base des résolutions du Conseil des ministres pour faire application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle 11 septembre 2021. Ce dernier a décidé à organiser l'intérim. Malheureusement, la partie Atout vient attaquer l'organisation de cet intérim alors qu'elle a déjà été organisée. Et la Cour, le Conseil d'État, s'est prononcé là-dessus pour suspendre les effets de quelque chose qui a déjà été organisé. Donc, comme l'a dit le confrère Simon, il y aura un problème dans l'exécution de cette ordonnance parce que ne pensez pas parce que le Conseil d'État dit que cette décision est exécutoire, qu'aussitôt elle le rendit, que les choses vont se mettre rapidement en place comme si de vérité, mais qu'il faut que le ministre de l'Intérieur, qui a le pouvoir de tutelle sur tous les gouverneurs, c'est lui peut-être à qui nous pouvons remettre les choses en main pour nous dire qui doit diriger la politique. Mais à ce jour, quand il y a déjà la loi, même le ministre n'est pas au-dessus de la loi. Le ministre de l'Intérieur n'est pas au-dessus de la loi. Il doit respecter la loi. Justement, nous, par rapport à notre position en tant que juriste, et ça n'engage que nous-mêmes, c'est M. Justin Luemba qui dirige la province en tant que gouverneur intérimaire sur base du message fourni qui a été annulé bien après l'organisation de la remise et reprise, nous avons dit. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et auditeurs de Ma Bannière FM, vous avez compris. Nous avons passé plus d'une heure et demie avec les amis juristes, ce sont les avocats. Et nous avons été avec notre ami Edouard Mboulou, nous avons été avec Léonard Senga, nous avons été avec Simon Lusonso et mon voisin de côté, Robert Tembo. Ce sont les avocats au barreau du Congo central. Vous avez suivi leurs analyses, mais notre souci était de rester dans la pédagogie, était de rester dans la matière, dans la science. Que dit la science? Vous avez compris comment nous avons analysé tous les aspects? Parce que nous sommes ici devant un problème qui a presque touché toutes les juridictions. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, aujourd'hui c'est le Conseil d'État. Donc, un problème quelque peu complexe. Vous avez compris les conclusions auxquelles ils sont arrivés. Ce sont des juristes. Moi, je ne suis pas juriste. Ce sont des langages. Mais quant à nous, il ne reste qu'à vous dire merci de votre attention soutenue. Et nous allons nous retrouver prochainement lorsqu'il y aura encore une actualité. C'est là où nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission actualité, pas encore, plateau spécial. Il ne reste qu'à vous dire au revoir. Les rendez-vous prochainement.